Et bonjour, bonjour. Du coup, alors on va se retrouver pour notre deuxième cours de pharmacie. En plus, avec moi, vous avez vraiment de la chance, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc sur les plantes et médicaments, donc c'est la première partie de la pharmacognosie. J'ai fait exprès du coup de laisser le découpage du cours comme l'année dernière. Je le trouve plus valable comme ça fait moins d'informations à se bouffer en pleine tête au début. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et puis après, dans tous les cas, je vais vous sortir les deux fiches. Donc, dès que les fiches sortent, après, vous pourrez faire bosser comme vous voulez. Mais comme en chimité, j'ai vraiment fait enfin, partie par partie. Au moins, ça vous permet vraiment d'appréhender mieux les choses. Et en tout cas, au tout début, de mieux comprendre. Après, bien évidemment, à partir dès que vous vous sentez plus à l'aise avec les cours, bah, vous pouvez les faire d'un coup d'une traite. Et puis voilà. Mais moi, personnellement, je sais que j'adorais travailler. Je découpais les cours, je pouvais en faire 15 par jour, mais il fallait vraiment, c'était des cours découpés. Je ne pouvais pas faire des cours de 40 pages, ça me fatiguait. Donc si vous êtes comme moi, bah, la méthode que je vous propose, elle est pas mal. Ça fait 8 pages à chaque fois à bosser. Si après vous préférez faire bosser tout le cours d'un coup, faites-le. Dans tous les cas, vous aurez tout le support qui sera sorti à partir de, enfin jusqu'à fin janvier grand maximum. Donc voilà. Après, c'est à vous de jouer. Du coup, en termes de plan, on va parler en premier abord du métabolisme végétal. Donc, qu'est-ce que le métabolisme végétal? Après, métabolisme primaire, métabolisme secondaire. Voilà, c'est des définitions bêtes et méchantes. Encore un peu de rapport avec la bioche, mais sans plus. Puis après, en deuxième partie, les sources actuelles de médicaments. Donc, on va parler d'homéopathie, d'aromathérapie, de phytothérapie. En gros, toutes ces techniques-là vont aboutir à un médicament d'origine végétale, bien évidemment. On parle que du végétal aujourd'hui. Et voilà, on verra toutes ces techniques. C'est plutôt intéressant à comprendre, plutôt intéressant à voir. Moi, j'aime bien voir ce cours. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de drogues végétales, beaucoup de principes actifs à retenir, mais c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de médicaments qu'on va retrouver, qu'on peut vendre en officine et qu'on va retrouver dans ce cours-là. Donc voilà. Et moi, j'aime bien bosser ce cours. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. Puis il est assez ludique et ça aide généralement quand vous voulez travailler en officine. Vous êtes déjà un premier abord de comment ça se déroule. C'est plutôt pas mal. Ça donne des connaissances en plus et puis tout est bien. Alors, en termes d'introduction. Depuis des millénaires, l'homme utilise les plantes pour se nourrir, pour se vêtir, mais également pour se soigner. Alors, on a diverses tâches, diverses actions au niveau des plantes, notamment se nourrir, se vêtir, mais on a déjà un premier abord depuis longtemps pour se soigner. Jusqu'au 19e siècle, l'homme a utilisé les plantes sur la base de la tradition transmise de génération en génération. Cette transmission s'est effectuée de manière écrite et de manière orale, ce qui permet du coup de distinguer deux médecines. On va avoir la médecine savante, avec une tradition écrite, telle que la médecine chinoise, et une médecine populaire, avec une transmission plutôt orale, qui existe encore aujourd'hui dans certaines régions du monde, comme en Afrique. Voilà, donc pour retenir un peu facilement ces deux, trois mots, les savants avaient plutôt l'habitude d'écrire sur des parchemins, sur des livres. Donc voilà, donc, médecine savante, transmission écrite. Médecine populaire, les personnes populaires parlent beaucoup sur les gens, donc ils ont quelque chose qui est plutôt oral. Voilà, c'est pas. Bon, après, je pense que vous l'aurez trouvé tout seul, mais bon, moi je vous le dis. Maintenant, au 19e siècle, on a certains progrès, notamment les progrès de la chimie et de la pharmacologie, qui ont permis des études phytochimiques et pharmacologiques des plantes médicinales, et à partir de certaines plantes, l'isolement, la détermination structurelle et l'évaluation de l'activité pharmacologique de molécules majeures de la thérapeutique actuelle. Voilà. Donc, à partir du 19e siècle, on a eu un emplein, un tremplin, je veux dire, excusez-moi, au niveau de toutes les sciences, de toutes les connaissances, ce qui a permis de développer pas mal de médicaments au niveau thérapeutique et notamment au niveau pharmacologique des plantes médicinales. Voilà, ils ont compris que certaines plantes avaient du coup du potentiel hein, pour soigner des personnes, pour soigner des malades. Et du coup, bah, il y a certains progrès qui, qui ont aidé à aboutir à cela. En termes de métabolisme végétal, l'approvisionnement de la plante en nourriture par l'intermédiaire de vaisseaux conducteurs qui transportent la sève brute et la sève ascendante. Les plantes sont des organismes vivants qui sont capables de synthétiser plusieurs centaines de molécules différentes issues de deux types de métabolisme. On va avoir le métabolisme primaire et le métabolisme secondaire. Concernant les métabolismes primaires, on a les métabolites primaires. Donc ces métabolites sont indispensables à la vie de la plante. Ils interviennent dans la croissance et la reproduction
Et ces métabolites sont communs aux végétaux et aux animaux. On a de nombreux types, hein, acides aminés, protéines, sucres simples, polysaccharides, acides gras, lipides. Donc les métabolites primaires à bien retenir, à bien comprendre, ils sont communs aux végétaux et aux animaux. Donc nous sommes toujours au niveau du métabolisme secondaire cette fois-ci. Donc je me suis trompé, ce n'est pas primaire. Barrez-moi ça, c'est métabolisme secondaire, hein. Donc cette fois-ci, les métabolismes secondaires sont spécifiques des végétaux. Ils sont issus de l'adaptation de la plante à leur environnement et ils vont permettre du coup de lutter contre diverses agressions comme les bactéries, des champignons, des insectes et divers herbivores. Les métabolismes secondaires, enfin les métabolites secondaires sont des messagers chimiques entre végétaux ou alors entre végétaux et insectes. Et ils attirent les pollinisateurs comme les abeilles et repoussent les prédateurs. Donc là, métabolisme secondaire, métabolites secondaires sont spécifiques aux végétaux. Et on a des messagers chimiques entre végétaux, donc entre une plante et une plante, ou alors entre une plante et un insecte. On a pour le coup maintenant une diversité moléculaire très importante au niveau du métabolisme secondaire. Donc on a des alcaloïdes, des polyphénols, des terpènes, des stéroïdes. Alcaloïdes, polyphénols, terpènes, stéroïdes. À bien retenir. Ces molécules sont souvent présentes sous forme d'hétérosides. Du coup, mais qu'est-ce qu'un hétéroside? Un hétéroside, c'est une molécule complexe composée de deux parties. On va avoir une partie osidique, comprenant un ou plusieurs sucres et constituant une chaîne glycosidique, donc le glucose est le sucre le plus présent, le plus fréquent, et une partie non osidique, génine ou aglycone. Donc un hétéroside, on a deux parties, une partie glucidique, donc osidique avec une chaîne comme le glucose, et une partie non osidique, donc la génine, ou alors on peut appeler la glycone. Comme exemple d'hétéroside, on peut utiliser la rutine, qui est présente dans le sophora ou le sarrasin. Voilà, petit aparté, le sophora c'est clairement tombé au partiel pour moi, enfin pour nous en L2 il y a 2 jours. Alors après du coup quand je dis que ça tombe au partiel pour nous, c'est que la prof en elle-même ne change pas forcément le cours. Nous on va avoir quelque chose de plus poussé au niveau, on va avoir des molécules à apprendre, mais ce que je veux dire c'est que le cours est exactement le même entre la L1 et la L2. Donc pour le coup, essayez de le retenir un petit peu. Enfin, si vous arrivez, parce que moi clairement j'avais réussi à le retenir. Mais voilà, il est assez important dans tous les cas. Ce que je veux dire, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être assez important pour ceux qui veulent vraiment aller en pharmacie, même pour les personnes qui veulent aller en médecine, hein, ou en odonto, mailleux, au kiné. Vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose qui sont. Enfin, ça donne de la culture en plus, et puis c'est plutôt pas mal. Mais en pharmacie, voilà, c'est vraiment une partie du cours qui va être un peu importante. Ensuite, donc, nous avons les sources actuelles du médicament. Donc, on a 4 origines principales. On peut avoir une synthèse chimique, donc c'est une construction de la molécule entièrement. Une hémisynthèse, donc c'est la modification d'une partie intéressante dans le but de modifier la polarité, de diminuer la toxicité et d'augmenter l'activité. Donc c'est clairement ce qu'on a vu en chimie thérapeutique. La biotechnologie, donc c'est l'utilisation du génie génétique qui se développe de plus en plus de nos jours. Et du coup, une substance naturelle, donc animale, végétale et minérale. Les plantes sont une source importante de substances naturelles, présentant des structures chimiques très variées utilisées comme médicaments. On a une diversité énorme de plantes, et du coup, c'est bien utilisé, on sait d'où ça vient, on sait ce que ça peut faire comme effet secondaire et ce que ça peut faire comme effet thérapeutique. On s'en sert beaucoup, mais pas assez, on va le voir plus tard, qu'il y a quand même une grande partie des plantes qu'on n'a pas encore testées. Mais bien retenir que du coup, ça fait quand même, c'est une source importante de substances naturelles présentant dans les structures chimiques. Donc ces substances naturelles sont le plus souvent localisées dans une partie de la plante qui est désignée sous le terme de drogue végétale. Tous les organes végétaux peuvent être des drogues végétales. Des feuilles, des fleurs, fruits, racines, écorces. Donc certaines sécrétions végétales ou exudats sont aussi considérées comme des drogues végétales. Voilà, donc pour certaines plantes, toute la, pour n'importe quelle plante, voilà, vous allez avoir ses pétales ou alors sa tige qui peut être considérée comme drogue végétale. Bien évidemment, il faut avoir l'extrait, il faut faire les extrusions comme il faut. On ne peut pas utiliser bien évidemment
la fleur qu'on trouve dans la nature comme ça pour se soigner, alors même si on la reconnaît, on peut pas l'utiliser comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, mais juste à bien retenir que toutes les parties de la plante peuvent être utilisées comme drogue végétale. Attention bien évidemment, le terme de drogue végétale ne doit pas être confondu avec le terme de drogue, qui va désigner la substance à l'origine de toxicomanie. Le premier petit tableau à apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Donc, on a des exemples de drogue végétale. On a la feuille de ginkgo. Donc, voilà, je l'entends bien, la feuille. La feuille de ginkgo, qui a une utilisation pour l'insuffisance circulatoire cérébrale et une insuffisance véno-lymphatique périphérique. On a le bouton floral du giroflier, donc bouton floral du giroflier, communément appelé le loukoul girofle, qui est riche en huile essentielle composée de génol. Il a une action anti-infectieuse. Le fruit de canneberge, pas la feuille, pas la fleur, pas la tige, pas l'arbre, le fruit de canneberge, il est riche en pro-anthocyanidol et il est détecté dans la prévention des infections urinaires. Et la gomme arabique, donc c'est l'excrétion de l'acacia, donc c'est un exudat. C'est un excipient ou gélifiant dans diverses formulations galéniques de médicaments. Donc vraiment à bien retenir les drogues végétales, la feuille de ginkgo, le bouton floral du giroflier, le fruit de canneberge et la gomme arabique, donc l'exudat. Voilà, donc maintenant on va commencer maintenant dans le vif du sujet. Donc les plantes ou les substances naturelles peuvent être utilisées dans différentes thérapeutiques. Donc on va commencer à parler dans un premier temps de l'homéopathie, donc qui va utiliser des substances naturelles de différentes origines, notamment végétales, pour préparer des médicaments homéopathiques. L'aromathérapie, donc elle va utiliser des huiles essentielles obtenues à partir de plantes aromatiques. La phytothérapie, donc qui va utiliser des médicaments à base de plantes. Et l'allopathie, utilisant des molécules pures de différentes origines. Donc on va répéter encore une fois, les plantes constituent une source importante de molécules d'intérêt thérapeutique. On va prendre un exemple assez commun, vous connaissez tous, la morphine, qui est un antalgique contre la douleur, le taxol, dans les chimiothérapies. Donc on a diverses utilisations, les plantes sont aussi utilisées dans d'autres domaines tels que l'industrie, des parfums, la cosméto et l'agroalimentaire. Voilà, vous le savez très bien, que vous faites à manger, vous prenez généralement des épices ou alors des plantes, du romarin, voilà, c'est des plantes, donc dans l'agroalimentaire. On a certains, on a certains produits cosméto où on a des produits d'origine alimentaire. Donc c'est pas réservé exclusivement à l'industrie pharmaceutique, on est aussi dans la cosméto, même si ça se rapproche, il faut avoir certaines normes, mais on n'en parlera pas. Enfin, voilà, faut juste retenir que c'est pas exclusivement fermé à l'industrie pharmaceutique. Allez, maintenant place à la première thérapeutique, donc l'homéopathie. L'homéopathie est une thérapeutique développée par Samuel Hahnemann, qui est un médecin chimiste traducteur allemand à la fin du XVIIIe siècle. À retenir, l'homéopathie, Samuel Hahnemann, qu'il soit chimiste, traducteur allemand, honnêtement, on s'en fout un peu. Si je veux le fais tomber dans le QCM, ça sera du coup sur un truc un peu. Voilà, c'est vraiment si j'ai plus d'inspi, sinon, ne le retenez pas forcément, c'est pas important. Cette thérapeutique repose sur deux lois. La première, la loi de la similitude, où, selon Hahnemann, toute substance qui, à dose pondérale, est capable de provoquer des symptômes chez un individu sain, peut, à dose faible, infinitésimale, soigner ces mêmes symptômes chez un individu malade. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un produit à une forte dose, donc à une dose pondérale, peut provoquer des symptômes chez quelqu'un, donc peut le rendre malade, ce même produit peut, à une dose très très basse, à une dose infinitésimale, la soigner. Ce qui revient au deuxième principe, c'est la dose infinitésimale. C'est une dose qui est très très diluée, on le verra après. Comme exemple du coup, pour un peu expliquer tout ça, donc on va parler de la teinture mère de Coffea. Donc à une dose pondérale, donc très forte dose, cela provoque des excitations et des insomnies. Et si une personne présente des symptômes d'insomnie liés à l'excitation, la teinture mère de Coffea, diluée, jusqu'à l'obtention d'une dose infinitésimale, peut traiter ce type d'insomnie. Voilà, donc c'est l'exemple vraiment concret de ce qu'est un peu l'homéopathie. Si on a une très forte dose, donc cela provoque des excitations,
on peut la soigner à une dose très diluée. C'est vraiment ce que ça veut dire ce postulat. Donc on va avoir diverses origines du coup des matières premières, donc d'origine animale, minérale et on le redit encore une fois, végétale. Donc bon, je suis encore un peu dégoûté pour là le petit qui me bouffe un peu tout, mais bon vous avez le diapo et l'affiche, donc bon, je vais bien vous l'expliquer, et ne vous inquiétez pas. Donc l'obtention des médicaments homéopathiques. Donc les médicaments homéopathiques sont obtenus à partir de teintures mères homéopathiques bien évidemment, qui seront ensuite dilués et dynamisés, c'est-à-dire donc dynamisés, agités vigoureusement. Donc on a vraiment un mélange homogène au max. Ces teintures mères sont préparées par macération pour la plupart au dixième, dans un mélange hydroalcoolique, dont la teneur en alcool est supérieure ou égale à 45%. Les différentes dilutions infinitésimales obtenues à partir de cette teinture mère servent notamment à imprégner des granules neutres, généralement du saccharose pour la voie orale. Donc en gros, voilà, donc, ces deux teintures mères sont diluées et dynamisées. Il faut retenir que la teneur en alcool est supérieure ou égale à 45% et que pour ensuite avoir une meilleure... en gros, les médicaments vont avoir un enrobage pour mieux passer au niveau du tube digestif et pour avoir une libération prolongée. Généralement, on utilise du saccharose, du sucre, qui est plutôt bien assimilé par les patients. Et du coup, voilà, c'est plutôt neutre. Bon, à part pour les hypoglycémies, pour les n'importe quoi, pour les diabétiques, mais sinon le saccharose ne cause pas trop d'effets indésirables. Donc comme exemple un peu de tout ça, on a les granules d'Arnica montana au 5e centésimal Hahnemannienne, donc 5CH. L'arnica donc préparée à partir, donc les teintures mères d'arnica sont préparées à partir de la plante entière fraîche, dont la teneur en alcool est à 45%, bueno. Ces médicaments homéopathiques peuvent être utilisés chez une personne présentant notamment des traumatismes. Donc l'arnica, ça a été pour tout ce qui est coups et contusions. Mais du coup, qu'est-ce que la 5e centésimale Hahnemannienne? Donc ça correspond à 5CH. Vous savez, les petits flacons, vous avez généralement donc 5CH, 9, 7, 15, on a 21, il me semble aussi. Enfin vraiment, voilà, ça va par gradient. L'exemple le plus bas, c'est 5. Donc c'est obtenu en diluant et dynamisant la teinture mère 5 fois successivement au centième. Ensuite, les granules sont imprégnés par la dernière dilution et on conditionne en tube. Pour bien comprendre, donc il s'agit de mélanger une part de la substance active avec 99 parts du solvant. Donc on a dit qu'on mélangeait au centième, la centième Hahnemannienne. Donc on va avoir une part du principe actif qu'on va mélanger vigoureusement avec 99 parts de solvant. Une part de principe actif plus 99 parts de solvant, ça fait 100. Donc on obtient bien centième Hahnemannienne. Cette dilution qu'on a obtenue, qui est homogène, on va du coup prendre une part de cette lotion et on l'ajoute à 99 parts de solvant. Donc on a bien encore une part de solvant une part de ce mélange plus 99 parts de solvant, on arrive bien à 100 et là on va obtenir 2CH, ainsi de suite jusqu'à obtenir 5CH, jusqu'à obtenir 9, 15, etc. Donc bon, après je sais pas ce que vous en pensez de l'homéopathie, ça a été déremboursé donc on voit un peu l'intérêt vis-à-vis de l'homéopathie. Ça n'a pas trop d'effet, en tout cas moi j'y crois pas trop. Je sais juste qu'au niveau d'un café, si vous avez plus de sucrète, prenez une homéopathie, ça marche très très bien. C'est testé, approuvé, voilà. Mais juste pour comprendre que c'est vraiment un médicament, un composé, pas médicament, qui est très dilué et qui contient beaucoup de sucre. Donc si vous êtes en diabète, si vous êtes en hypoglycémie, c'est très bien. Si vous êtes diabétique, c'est la merde. Allez, maintenant quelque chose qui marche un peu mieux déjà. Bon, allez, non, vraiment, j'arrête. L'aromathérapie. Bon, l'aromathérapie, c'est une thérapeutique basée sur l'utilisation des huiles essentielles, obtenues à partir de plantes aromatiques. C'est un terme inventé par le pharmacien, on en force, René Gattefossé en 1928. Bon, il a écrit un ouvrage aromathérapie, donc ce qui soigne par l'odeur. Obsolète, hein, bullshit, complètement. Et l'aromathérapie a de multiples utilisations au niveau de l'industrie pharmaceutique, de la parfumerie, de la cosméto, de l'agroalimentaire. Donc dans l'agroalimentaire, on a bien de l'huile essentielle de basilic. On a différentes voies d'administration, donc tout ce qui est au niveau oral, local ou par diffusion, voilà, donc ce qui permet l'inhalation. Et les caractéristiques physico-chimiques des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont des produits odorants et volatiles.
ils vont être liquides à une température ambiante, c'est-à-dire dès qu'on va chauffer un petit peu, ça va devenir en phase gazeuse, et quand on va refroidir, nous sommes en phase solide. Logique, mais liquide à température ambiante. Ils sont incolores ou légèrement colorés. Pour la plupart, ils ont une densité inférieure à celle de l'eau, ce qui va permettre du coup de bien les séparer. Et ils sont très peu solubles dans l'eau, ils ne sont pas miscibles, mais entraînables à la vapeur d'eau. Donc les matières premières végétales utilisées pour l'obtention, donc on peut avoir des plantes fraîches, donc les pétales de rose, ou des plantes sèches, les écorces de cannelle. Dans le végétal, les huiles essentielles sont localisées dans des structures histologiques spécialisées, qui sont soit des cellules sécrétrices, soit dans des organes sécréteurs, tels que des poches, des canaux ou des poils. Ce sont des mélanges complexes, constitués principalement de monoterpènes et de sesquiterpènes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Clairement, les caractéristiques physico-chimiques des huiles essentielles, qui l'a inventé, et voilà, c'est que c'est pas réservé encore une fois à l'industrie pharmaceutique, ça touche vraiment à tous les domaines. C'est l'avantage de la pharma, ça touche à tout, beaucoup de débouchés. Non, pharma, encore ma petite promo. Non, pour le coup, voilà, faut vraiment bien comprendre que tout ce qu'on va voir dans ces cours-là, ce n'est pas exclusivement réservé à l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment, ça touche à plein de domaines. Évidemment, c'est régi par des normes, mais bon, ça, encore une fois, on n'en parlera pas, c'est pas très utile. Voilà, donc on va parler maintenant des terpènes. Donc les terpènes sont issus de la condensation d'un nombre variable d'unités isoprènes, la formule C5H8. À bien retenir, vraiment, ça, voilà, c'est important. Donc C5H8. Les monoterpènes sont composés de 2 unités isoprènes et les sesquiterpènes sont composés de 3 unités isoprènes. Donc comme exemple pour les monoterpènes, on va avoir le thymol qui est présent dans l'huile essentielle de thym, donc, qui est un anti-infectieux. Donc, thymol, thym, le rapprochement est assez facile, anti-infectieux. Les sesquiterpènes, donc le curcumène, qui est présent dans le curcuma, c'est une épice rentrant dans la composition du curry. Certaines huiles essentielles contiennent des composés phénoliques. Vous allez voir vous allez pas voir du coup ce que c'est un phénol, mais un phénol du coup, c'est, alors si j'arrive à dessiner parce que je suis pas très bon dessinateur, c'est, alors merde, c'est un benzène. C'est un benzène. Je suis vraiment désolé, je suis pas très bon dessinateur, je foire mes schémas au partiel aussi. Bon, un benzène du coup avec les doubles liaisons, hein. Voilà, bon, bref, je suis désolé. Avec un groupement hydroxyle. Donc c'est un phénol, du coup c'est un benzène avec un groupement hydroxyle. Donc c'est un OH, hein. Je suis vraiment désolé, je suis pas très bon dessinateur. Donc l'anétol, qui est contenu dans l'huile essentielle du fruit de badiane ou d'anis vert, et l'aldéhyde cinnamique dans l'écorce de cannelle, avec des propriétés anti-infectieuses. Donc là, du coup, ce sont des composés phénoliques, l'anétol, fruit de badiane, et l'aldéhyde cinnamique dans l'écorce de cannelle. On va avoir vraiment dans ce cours-là vraiment beaucoup de substances actives, avec beaucoup dans la thérapeutique, à quoi ça va servir. Il y en a beaucoup qui sont importants, d'autres qui le sont moins. Ces deux-là, comme je viens de dire, ils sont pas très importants. Je vais vous les faire tomber plutôt dans des DM, voir des tutorats, mais c'est rare, mais plutôt dans des DM pour que vraiment je vous fasse tout tomber. Mais clairement, je sais qu'au partiel ça tombera pas, c'est impossible. Mais voilà, faut jamais dire jamais encore une fois. Je préfère tout vous faire tomber dans des DM. Vous allez m'insulter, je suis vraiment désolé, mais je préfère vraiment que vous soyez prêts à tout. Et parce qu'on sait jamais les surprises, vraiment, hein, des fois c'est pas bon. Et dans ce cours-là, vraiment, ça serait bête de perdre des points. Surtout, c'est un cours très facile. Donc voilà, vous allez m'insulter, je suis désolé d'avance. Mais moi, je vous aime. Donc vous inquiétez pas et je prendrai pas mal les insultes de mes petits pièges au tutorat. Donc, toujours dans la partie de l'aromathérapie, on va parler des procédés d'extraction des huiles essentielles. Dans un premier temps, l'entraînement à la vapeur d'eau. Donc l'entraînement à la vapeur d'eau est un procédé plutôt classique qui va tenir compte du caractère volatile des huiles essentielles. Les plantes sont soit mises en contact direct avec de l'eau portée à ébullition, comme on va le voir ici, ou alors elles sont déposées sur des grilles qui sont traversées par de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau entraîne avec elle les molécules constituant l'huile essentielle, puis par une condensation sur une paroi froide, l'eau aromatique, ou alors on peut dire hydrolat, et l'huile essentielle sont séparées par une différence de densité. Donc là on a le petit schéma assez cool pour bien comprendre. On a le feu qui va faire bouillir de l'eau,
toute la vapeur d'eau va passer par un genre de tube qui va traverser la plante aromatique. On va avoir du coup là ici l'eau plus, enfin la vapeur d'eau plus l'huile essentielle. On aura du coup séparation de, enfin la vapeur d'eau, l'eau chaude qui sort, l'eau froide qui sort. On a ici l'eau plus l'huile essentielle. Ici l'huile essentielle et là l'hydrolat. Deuxième procédé maintenant, c'est le procédé mécanique sans chauffage. Pas très compliqué, donc c'est l'expression à partir des zestes d'agrumes à l'état frais. Donc plutôt dans le cas des agrumes, donc citron, orange, pamplemousse. Les huiles essentielles donc, peuvent être extraites par un procédé mécanique sans chauffage pour justement pas altérer l'acide ascorbique, enfin la vitamine C ne pas, ouais, voilà, ne pas altérer l'intérêt thérapeutique de ces agrumes, parce que si on va les chauffer, du coup on perd toute substance, c'est pas bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose c'est un procédé on va dire alterne. Exemple maintenant de huiles essentielles, donc là c'est par contre à apprendre par cœur. Donc on a les huiles essentielles d'eucalyptus. C'est un antiseptique des voies respiratoires riche en eucalyptol. Bon, eucalyptus riche en eucalyptol ça devrait aller, mais c'est bien un antiseptique des voies respiratoires. Bon, généralement, l'eucalyptol, voilà, l'eucalyptus c'est quelque chose qui est assez fort. Quand vous le prenez, je sais pas si ça existe en chewing-gum, mais c'est quelque chose d'assez fort. Dès que vous avez les mouchoirs en eucalyptus, en menthe là, voilà, ça vous dégage bien les voies aériennes. Voilà, antiseptique des voies respiratoires. L'huile essentielle de menthe, donc riche en menthol, plutôt facile, et c'est un antispasmodique au niveau digestif. L'huile essentielle de lavande, donc ça a des propriétés sédatives avec peu d'effets secondaires et cicatrisantes. Et l'huile essentielle d'agrumes, donc sédative, plutôt calmante. Elles sont obtenues à partir d'essences d'agrumes, donc des zestes. Donc les huiles essentielles d'agrumes contiennent des flavonoïdes et les agrumes sont des rutacées. Voilà, donc c'est vraiment à apprendre par cœur. Ça tombe, ça tombera. Et ça tombe au partiel. La prof insiste vraiment sur les exemples. Il y a vraiment certains exemples concrets qui tombent et cela vraiment fait partie. Hein, comme les drogues végétales de tout à l'heure, ça tombera. Du coup, dans tout ça, on a quand même une certaine toxicité des huiles essentielles. Donc, notamment les huiles essentielles de sauge, d'hysope, d'absinthe, donc, ainsi que d'autres huiles, donc il y en a 15, où depuis 2007 sont réservées aux pharmaciens pour la délivrance au public. Donc il y a vraiment une certaine toxicité, il faut vraiment faire attention aux huiles essentielles, c'est encore une fois des procédés pour le coup pharmaceutique. Utilisateur à travers, ça va vous défoncer un peu le crâne si vous le prenez par inhalation, voilà, c'est pas forcément très très bon. Donc il y a quand même certains trucs, surtout voilà, l'absinthe, sans même se parler de l'huile essentielle, vous savez que l'absinthe c'est quand même un alcool très très fort. Si vous prenez ça en tant qu'huile essentielle, voilà, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Donc les huiles essentielles en trop forte quantité, par voie orale ou externe, peuvent être toxiques. Donc notamment les huiles essentielles riches en thiones, qui sont des cétones neurotoxiques. Et les huiles essentielles riches en eucalyptol, menthol ou camphre sont utilisées avec prudence chez les enfants de moins de 6 ans en respectant les teneurs et les recommandations de l'ANSM. Donc pour le coup, voilà, on n'a pas d'interdiction d'huiles essentielles, on peut très bien, tout le monde peut venir les acheter comme on veut, il n'y a pas de prescription sur ordonnance. Il faut du coup néanmoins faire attention, surtout des enfants n'ont pas les mêmes systèmes, système immunitaire, le même système qu'un adulte. Donc voilà, si on vous donne beaucoup d'huile essentielle d'eucalyptus ou de menthol, voilà, ça va le rendre tout rouge, il va être malade, il va avoir mal à la tête pour rien, c'est pas le but. Les filles, vraiment, vous allez en avoir ras-le-bol de ce cours. On est vraiment à la dernière partie, voilà. Là, on va parler de la phytothérapie. Et donc, la phytothérapie, donc, c'est une thérapeutique utilisant les les médicaments à base de plantes. Donc, c'est des médicaments dont les substances actives sont exclusivement des drogues végétales ou alors des préparations à base de drogues végétales ou préparations à base de plantes. Ce sont des produits homogènes obtenus en soumettant les drogues végétales à différents types de traitements, tels que l'extraction, la distillation, l'expression et le fractionnement. Ces préparations peuvent être liquides ou solides. On a encore une fois des réglementations. Les principales drogues végétales sont inscrites à la pharmacopée européenne et ou française. On a des petits rappels de pharmacologie.
enfin, là, au niveau de la pharmacopée c'est un ouvrage réglementaire destiné à être utilisé par les professionnels de santé. Les drogues végétales y figurent sous forme de monographie. Vraiment très clairement, la pharmacopée, c'est un ouvrage vraiment, c'est une bible pour un pharmacien. On a tout ce qui figure. On a un certain doute pour un médicament qu'un médecin veut qu'on délivre. Voilà, on vérifie là-dedans. C'est vraiment une bible. Voilà. Il faut vraiment, c'est le must hein, pour un pharmacien. On a certaines exigences du coup qui vont s'y trouver au niveau du critère botanique, la caractérisation du coût de la drogue végétale et les méthodes d'analyse à utiliser pour assurer le contrôle et la qualité d'une drogue végétale. Donc, selon une directive européenne, les médicaments à base de plantes peuvent avoir deux statuts. Donc, on peut avoir un médicament traditionnel à base de plantes. Donc, c'est un dossier d'enregistrement auprès de l'ANSM. Au niveau des conditions, les médicaments devront être utilisés depuis au moins 30 ans, dont 15 ans dans l'Union européenne. Donc, ce sont des médicaments traditionnels hein, à base de plantes. Il faut seulement un dossier d'enregistrement et il faut qu'ils soient utilisés 30 ans au moins en totalité n'importe où, mais 15 ans dans l'Union européenne. Et des médicaments à base de plantes à usage médical bien établi. Donc il faut un dossier d'AMM auprès de l'ANSM. Donc là, voilà, il faut bien le processus du médicament pour le développer, pour le mettre en commercialisation. Donc il faut un dossier d'AMM, coucou la pharmacologie. En condition d'utilisation, il faut que le médicament soit utilisé depuis au moins 10 ans dans l'Union européenne. Donc c'est plus 30 ou 15 ans, maintenant c'est 10 ans dans l'Union européenne, pour qu'il soit bien établi en tant que médicament à part entière. On va avoir certaines préparations, et la première c'est la préparation liquide. Donc l'obtention c'est par l'extraction avec un solvant, qui est le plus souvent de l'eau ou un mélange hydroalcoolique, donc l'eau ou alcool. Cela correspondra aux teintures. Donc les teintures ce sont des préparations liquides, généralement obtenues au 5e ou au 10e, par macération ou par une percolation. Donc quand on dit au 10e, c'est une partie de la plante pour 10 parties de solvant. Comme on l'a dit tout à l'heure avec le CH, c'est exactement la même chose. Enfin, presque la même chose. Et les extraits fluides, eau ou hydroalcooliques, également des préparations liquides dont une partie en masse ou en volume correspond à une partie en masse de la drogue végétale. En gros, c'est à partir d'1 kg de drogue végétale, on obtient 1 kg d'extrait fluide. Au niveau des préparations solides, donc on va avoir la division. La division, du coup, cela correspond à une réduction de taille réservée à la forme tisane. La tisane, du coup, qu'est-ce que c'est? Vous le savez un peu tous, hein, donc c'est une préparation aqueuse buvable obtenue par décoction, infusion ou par macération. Les plantes pour tisane sont constituées d'une ou plusieurs drogues végétales, présentées soit en vrac, soit en sachet infusette. Ça, vous le savez bien. Enfin, ceux qui boivent du thé, vous pouvez acheter les petits sachets Lipton. Je ne suis pas sponsor, hein. Ou alors en vrac dans des épiceries. Hein. Comme exemple pour les tisanes, donc on parle des mélanges de plantes utilisés pour dans les troubles du sommeil, aubépine, passiflore valériane. Voilà, si vous allez en officine et vous demandez, un patient vous demande il a des troubles de sommeil, vous lui donnez de la phyto, ça marche très très bien. Aubépine, passiflore valériane, vraiment à connaître par cœur parce que c'est un truc qui tombe, en tout cas qui est très important à connaître pour plus tard et qui est important aussi qui peut tomber. Encore dans les préparations solides, on va avoir la pulvérisation. Donc la pulvérisation permet d'obtenir des poudres de plantes très fines, présentées sous forme de gélules ou de comprimés. On a comme exemple des gélules à base de poudre de millepertuis, indiquées dans la dépression légère à modérée, et des gélules de poudre de racines de ginzègue, utilisées comme stimulant dans les fatigues passagères. Donc le millepertuis, voilà, à ne pas confondre avec c'est vraiment dans les dépressions légères à modérées. Par contre, pour les racines de ginzègue, je les ai utilisées quand j'ai découvert le cours l'année dernière. Je voulais tester et ça marche très bien. C'est voilà pour le coup, j'étais plus trop fatigué. C'est énergisant donc ça permet d'avoir du boost et c'est des plantes. Donc à tester. Moi j'ai bien aimé donc je partage mes petits tips. Et dans les dernières préparations solides, on va avoir les extractions par un solvant approprié. Donc les extraits secs obtenus après une évaporation du solvant qui a servi à l'extraction. Ces extraits secs sont des mélanges complexes
contenant de différentes classes chimiques de métabolites secondaires pouvant agir de manière synergique. Les extraits secs constituent de substances actives utilisées dans la fabrication de médicaments à base de plantes et présentent sous différentes formes galéniques. Donc des comprimés, des gélules, des sirops, des gouttes, des crèmes, voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? Très clairement, on va avoir, donc après l'extraction d'un solvant, on va utiliser des extraits secs, et ces extraits secs vont avoir différentes classes chimiques, donc des métabolites secondaires vont agir de manière synergique. Ils vont pas, ça va pas quelque chose qui va être antihypertenseur et hypertenseur. Non, non, le but c'est d'avoir quelque chose d'assez synergique. Pour ensuite le conditionner dans des formes pharmaceutiques, différentes formes galéniques, donc des comprimés, des gélules, des sirops. Comme exemple, on va avoir les gélules à base d'extraits secs de feuilles de vigne rouge utilisées dans l'insuffisance veineuse. Bon, vigne rouge veineuse, ça se ressemblait, pour moi c'était. Voilà. Bon, c'est pas un très bon exemple, c'est pas un très bon mémo parce que dans le prochain cours il y aura beaucoup de thérapeutiques d'insuffisance veineuse, mais bon, pour ce cours-là, retenez comme ça, en tout cas pour le début. Et des gélules à base d'extrait de fleurs de calendula, utilisées pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes pour les produits thermocosmétiques pour les bébés. Donc voilà, on a bien les gélules, les gélules. Donc c'est bien. Enfin, là, du coup, on n'a qu'une forme pharmaceutique, mais bon, c'est utilisable pour différentes formes pharmaceutiques. Le Daflon dans la suffisance veineuse, c'est bien du coup des comprimés, pas des gélules. Bon, on a enfin fini avec ce cours plutôt infâme. Je suis désolé, il fallait bien le sortir parce que je sais que l'année dernière, il y a encore des traumatismes qui sont sortis il y a 2 semaines avant les partiels. Je vous le fais tomber à la toute rentrée. Je vous mettrai toutes les fiches vraiment grand maximum avant fin janvier, enfin début février. Toutes les fiches seront sorties. Au moins, vous serez prêts pour les partiels. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. La prof, normalement, ne décidera pas de changer de cours, ça sera le même. Elle ne répond pas. Elle n'est pas trop cool. Mais normalement, ça sera le même cours. Et voilà. Donc tout ce qui est niveau des fiches, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'assez compréhensible, d'assez droit, d'assez clean, on va dire. Il n'y a pas des choses, ça part pas dans tous les sens. Il y a pas beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de tableaux pour vraiment comprendre les choses telles qu'elles sont. Ma fiche est vraiment complète. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser en tant que substitut de Ronéo. Et, euh, et voilà, donc pour le moment, toutes mes fiches sont en forme portrait. J'ai promis de les mettre en forme paysage, donc j'attendais juste la fin de mes partiels. Pendant les vacances, je m'occupe de ça. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous sur vos fronts. Bossez bien, la toute rentrée va bien se passer. Je sais que c'est un peu chiant pour vous et pour nous de la faire en distanciel. On n'a pas trop le choix, mais vous inquiétez pas, on va se revoir pour les EP et puis on va essayer d'organiser des SDA, des petits trucs comme ça. On vous laisse pas tomber, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, la meilleure matière, la sainte matière pharmacie vous attend et vous aidera tout au long du S2. Allez, je vous fais des gros bisous et à plus les champions.